Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Aurélie. Bonjour Léo. Comment tu vas aujourd'hui ? Super bien, vraiment. On a passé 2 jours des vacances et on a passé un super déjeuner ensemble, donc tout va bien. Avec ton équipe très chouette, tu m'as fait visiter du coup tous les locaux tous les étages qu'on a chez Coca. Ouais. Tu m'as invité à déjeuner, c'était très chouette. Avec tes collègues, on a parlé de chats et on a parlé de fessées. Voilà. On a dit pendant le déjeuner qu'il fallait qu'on en parle dans l'introduction, donc maintenant c'est fait. Les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ce qui s'est dit à Bussigny reste à Bussigny. Mais c'était une dédicace pour Jessica. Jessica, si tu nous écoutes, tu sais que c'est toi. Et chacun fait ce qu'il veut avec ses chats, dans l'absolu. Oui, on parle pas de violence sur les enfants. Non, c'est aucune violence. Pas du tout de violence. De toute façon, on est des gens, toi et moi, très non violents, donc jamais on ne pourrait être non violents. On mange même pas les animaux, nous. On mange même pas les animaux, c'est beau, hein. Ah là là, magnifique. Écoute, ravi de faire cet épisode avec toi. On a plein de choses à raconter et je pense que tu as plein de choses sur toi à nous dire parce que tu as vécu beaucoup de choses très chouettes. Et le thème qu'on a choisi au global de l'épisode, c'est comment tu crées de la proximité avec les candidats, comment tu crées de la confiance. C'est un peu, je pense, un truc que tu fais au quotidien et vu que j'ai rencontré une partie de tes collègues, ça marche très bien. Dont 2 que j'ai recrutés. Dont 2 que tu as recrutés. Dans mon équipe. Même ton propre boss, du coup. Ouais, j'ai recruté mon boss aussi. Ça, c'est trop bien de recruter son propre boss. On va parler du coup de tout ça, mais avant ça, c'est l'heure de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que je peux te demander en 1 minute de te présenter ? Alors moi je m'appelle Aurélie Derghini, je m'occupe du recrutement donc ici chez Coca et ça fait 17 ans que je fais du recrutement, ce qui ne me rajeunit pas. J'ai commencé en cabinet de recrutement IT, dans la tech, c'est là où j'ai appris vraiment mon métier. Et puis ensuite je suis partie chez Groupon pendant à peu près 5 ans. Quand Groupon est arrivé vraiment en France, donc on était 16 quand je suis arrivée et puis on s'est tout de suite parti 600 personnes en fin d'année. Donc c'était vraiment une des plus belles expériences que j'ai pu avoir. Et puis ensuite je suis arrivée en Suisse, mais parce qu'aussi j'ai grandi à côté de Genève, hein, donc je suis revenue ici quand j'ai eu des enfants pour fuir un peu la vie parisienne. Donc voilà. Dédicace à tous les gens qui vivent à Paris. Et qui ont envie de partir. On est bien en Suisse. Ouais. Trop good, merci. Pour te connaître un petit peu plus, est-ce qu'il y a une chose c'est quoi que tu aimes dans la vie ? Ça peut être pro ou perso. C'est quoi le truc que tu aimes le plus ? Alors, une des choses que j'aime le plus, c'est découvrir. Okay. Je pense que ça va bien avec mon métier du coup. C'est mieux. Ouais. Et puis, c'est vraiment découvrir que ce soit, je sais pas, des nouveaux plats, des nouvelles personnes, des nouvelles villes. Et puis, ou des nouvelles façons de faire mon métier. C'est vraiment, j'aime la nouveauté et j'aime apprendre et découvrir des nouvelles choses. Très bien, écoute, on va découvrir ce que tu vas nous faire découvrir, donc ça y est, c'est bon, parfait. On est bon, c'est magnifique. Et est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas ? Ouais, je déteste le « c'était mieux avant » dans tout. Mais vraiment, cette espèce d'immobilisme, c'était mieux avant quand on parle de génération, quand on parle de façon de travailler, quand on parle de « on a toujours fait comme ça », c'est vraiment quelque chose, chez moi, c'est viscéral, et je supporte pas. Ouais, c'est une des pires phrases, je suis d'accord. Ça, et moi, en recrutement, t'as le « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Ouais. Quand tu combines les deux, t'as un cocktail explosif qu'on déteste. Ok, merci pour ça. Et est-ce que tu as ramené avec toi un objet fétiche ? Oui. Que du coup, donc, je ne le vois pas, mais tu vas nous dire parce ce que qu'il c'est. Est là. Oh. Alors, c'est pas mon alliance, okay. mais c'est une bague 3 or, en fait, la bague 3 or de Cartier. Mon mari me l'a offert pour nos 10 ans de mariage, et en fait. Okay. C'est très. Il m'a fait une surprise. Il m'a dit viens, on va à Genève. Arrivé à Genève, il me dit moi j'adore aller à Genève parce que j'ai grandi à côté, donc je me sens chez moi. Et puis il me dit, il regarde sur son téléphone, il me dit non mais suis-moi. Bon, s'il m'avait demandé, je savais précisément où était Cartier. Oui, bien sûr. Et puis donc c'était la surprise avec les enfants. Et puis il m'a dit on va t'acheter une bague et il y a
3 anneaux. Donc les 3 anneaux représentent les 3 hommes de ma vie, donc mon mari et mes 2 fils. Okay. Et ils ont choisi chacun une couleur. Et du coup, c'est vraiment, elle est aussi importante pour moi que mon alliance, quoi. Okay. Elle est hyper symbolique parce que c'est 10 ans et puis avec après 2 enfants et chacun a sa couleur. Donc, oui, c'est beau. Ça a un côté aussi, au bout de 10 ans, tu réitères la confiance. Tu te remaries presque en quelque sorte. Souvent, t'as un peu cette cérémonie des 10 ans qui est assez forte, quoi. Ouais, et là, c'était vraiment nous 4. Et okay. Du coup, c'est mon objet fétiche. Trop bien. Et du coup, tu l'as toujours avec toi? Ouais. Ah ouais, tout le temps. Je ne l'enlève jamais. Jamais. Écoute, trop bien. Merci pour cette petite intro. On peut du coup passer au vif du sujet. Ouais. On va commencer par un sujet très bien qui est la proximité avec les candidats. Alors attention, on ne parle pas de proximité physique. On ne va pas se rapprocher des candidats pour voir ce qu'ils ont mangé la veille. Ah vas-y, souris pour voir. T'as un bout de salade entre les dents, ça serait pas forcément fun. C'est ça. Question un peu, j'ai envie de dire presque polémique, historique. Pourquoi est-ce que tu penses que... pourquoi d'ailleurs? Est-ce que tu penses que c'est fini ou pas, cette époque où il fallait stresser les candidats? Pendant très longtemps, ça faisait peur, les entretiens d'embauche, et on disait que pour mieux tester les candidats, il faut les stresser. Est-ce que tu penses ça ou est-ce que tu penses l'inverse? Alors, je pense l'inverse, mais j'ai été éduquée comme ça au recrutement en cabinet avec le good cop, bad cop. Donc, j'en reviens. Et je dirais qu'effectivement, c'est fini. C'est fini notamment parce que le monde évolue. C'est comme l'éducation par la violence ou le fameux marche ou crève. C'est une époque révolue et tant mieux et heureusement pour l'humanité. Et on a enfin compris, à coup de pénurie quand même de talents et de burn-out aussi des talents qui étaient embauchés, que les gens n'étaient pas des machines et qu'ils avaient de la valeur. Et c'est pour ça que c'est terminé. Et parce que quand tu presses un citron, j'ai l'habitude de dire que t'en tires que du jus et tu gâches tout le reste. Donc tu jettes tout ce qu'il y a de bon dans le citron. Donc effectivement, c'est terminé et heureusement. Et puis aussi, candidat, c'est un mot large parce qu'on a tous été candidats. Et c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier quand ils font passer des entretiens. C'est de se mettre vraiment à la place de la personne en face. Et est-ce qu'on doit reproduire les choses qui ne nous ont pas plu lorsque nous passions des entretiens? Je suis pas sûre. Et est-ce qu'on doit plutôt traiter les candidats comme nous, on aimerait être traités? Et puis je pense que la question est vite répondue. Ouais, c'est la phrase que tu dis aux enfants, fais pas aux autres ce que t'aimerais qu'on te fasse, c'est la même chose. Et le problème souvent c'est que des fois des gens sont dans des boîtes depuis je sais pas genre 5 ou 10 ans, du coup t'as plus été candidat depuis longtemps, donc tu sais plus ce que c'est le stress de chercher un job, notamment quand t'es, je sais pas, au hasard junior ou trop senior ou pas le bon diplôme, etc. ou genre pas la nationalité dans laquelle du pays dans lequel tu postules. Il y a plein de raisons qui font que c'est stressant, en plus du l'entretien classique. Du coup en effet c'est pas une bonne chose de stresser les candidats. Non, et puis en plus, on change la vie de quelqu'un quand on le recrute. On change ce qu'il va faire tous les jours, on change son trajet de tous les jours, on change ses collègues, on change son environnement. Donc le but, c'est pas de maltraiter les gens, c'est de voir s'ils vont se plaire dans notre environnement. Donc du coup, on le fait pas en les maltraitant. On n'est pas avec des souris de laboratoire, quoi. Et pourquoi du coup tu penses qu'il y a encore des boîtes qui font ça aujourd'hui? Parce que sur tous les jours sur LinkedIn, je sais pas toi si tu vois ça, mais t'as des posts de candidats qui te disent on m'a pas répondu, on arrive en retard, on m'a posé genre des questions nulles. Pourquoi tu penses que c'est encore un phénomène? Parce qu'il n'y a pas de formation claire au recrutement. En fait, c'est ça, c'est que le recrutement aujourd'hui, c'est même pas 2 heures dans un master RH en France. C'est pas non plus le cas dans les brevets fédéraux en Suisse pour les RH. On est au même niveau là-dessus, il se passe rien et que souvent on prend des RH pour faire du recrutement. Alors que moi, je fais partie de la team qui dit que le recrutement a un pied chez les RH mais n'est pas complètement une fonction RH. C'est du marketing, c'est de la com et c'est du sales, très clairement. Tu prends un besoin d'un côté et un autre besoin de l'autre côté, c'est pour ça que tu l'apprends bien en cabinet aussi, ce métier-là. Pourquoi du coup tu penses qu'il y a encore des boîtes qui font ça et qui pratiquent en fait ce stress des candidats sur LinkedIn tous les jours? On voit des posts qui disent ah là là, en tant que candidat on m'a pas répondu, ou oh là là, on m'a fait passer un cas pratique de 5 heures. Pourquoi tu penses que c'est encore une pratique? C'est encore une pratique parce qu'on sait pas faire du recrutement, parce qu'on n'apprend pas à faire du recrutement au RH aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est au RH qu'est le recrutement, même si de mon point de vue je suis dans la team qui pense que le recrutement n'est pas une fonction complètement RH, c'est aussi du sales et du marketing et de la com. C'est aussi pour ça que moi je suis aussi employer branding et pas seulement talent acquisition manager, je fais les deux. Et puis c'est aussi un vieux biais. Enfin, c'est le rapport de force classique, comme on a dans la société aujourd'hui. Je fais souvent le parallèle avec l'éducation des enfants, mais c'est ça. On a cette habitude du marche ou crève, on a cette habitude de t'es dans le domaine professionnel, donc tu dois souffrir. Il y a ce côté-là très ambivalent aussi. Donc, on a l'impression que le candidat doit mériter son entretien ou sa place, alors que c'est nous, en tant qu'entreprise, qui avons besoin. On a besoin pour avancer quand on se dit, voilà, on a un poste ouvert, c'est parce qu'on a un besoin qui n'est pas couvert. Donc, on a besoin du candidat. Et à l'inverse, le candidat, souvent, il n'est même pas en recherche, il est en poste. C'est nous qui allons le chercher.
Donc c'est le rapport de force, il devrait être terminé de ce côté-là. Surtout sur des jobs en plus genre pénuriques, tu vois, tu prends l'hôtellerie-restauration, tu Ouais. prends les jobs commerciaux, les jobs techniques, dev, etc. C'est hyper galère et donc c'est à nous d'être grateful, de remercier les candidats d'être là et de dire waouh, j'ai de la chance Ouais. de pouvoir les recruter. En tout cas, d'être bienveillant. Exactement. C'est le minimum. Parce que l'entretien, quand tu fais passer un entretien, déjà, t'es la première personne qui voit, donc Exactement. c'est toi l'entreprise. T'as beau faire ce que tu veux derrière, si quelqu'un vient ici et me dit j'ai passé un entretien chez Coca et c'était horrible, ce sera à cause de moi. Tu vois, donc ou du hiring manager qui l'aura rencontré après, mais on est les ambassadeurs aussi, donc on doit rester exemplaire parce que tes candidats, c'est des clients aussi. Hein. Donc Trop bien, notamment dans des boîtes où je sais pas, quand tu es dans du conseil par exemple, bah du coup tes candidats d'aujourd'hui c'est tes clients de demain. Ouais. Peut-être que je sais pas si la personne va dans une autre boîte ou une boîte concurrente, si tu l'as maltraité, ils s'en souviendront. Et là en plus t'es en Suisse romande, ça veut dire que t'es tout petit. Tout le monde se T'es connaît. sur l'arc lémanique, tout Ouais. le monde se connaît, donc si t'es imbuvable, ça va vite se savoir, c'est pas une bonne chose. Ouais, en tant qu'employeur, tant qu'en tant que recruteur Oui, d'ailleurs. Même voir exactement. en tant que candidat, Les deux, on pourrait presque tout. dire. Quoi. C'est Tout, ça. tout ce que tu fais, tout est surveillé. Pourquoi du coup ce thème, tu sais, il y a encore 5-6 ans, on parlait pas trop d'expérience candidat, de candidat care. Moi, c'était le tout premier article que j'ai écrit, c'était sur le candidat care, il y a un truc genre 6 ans. Et à l'époque, tout le monde était genre, waouh, prendre soin de ses candidats, pourquoi, c'est novateur. Pourquoi c'est si important l'expérience candidat? Bah parce que déjà, comme je le disais, c'est des ambassadeurs, parce que n'importe qui va venir dans tes locaux et qui va passer un entretien sera après un ambassadeur, parce qu'il va dire j'ai été chez Coca en entretien, c'était horrible, et on le fait tous. Hein. Moi aussi, je l'ai fait d'aller en entretien Bien quelque sûr. part, et depuis, je ne veux plus acheter dans cette société. Ça m'est arrivé, donc où j'ai été en entretien, c'était top, et c'est exactement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bah là, ça veut dire qu'on est complètement raccord avec notre culture d'entreprise en interne et l'employer branding, tout ce qui est marque employeur qu'on veut projeter sur l'externe, c'est qu'il n'y a pas de dissonance. Et ça, c'est une des premières alarmes belles pour les candidats. Vraiment. Et je le dis, je le redis, si vous voyez qu'entre ce qui se dit et ce qui se pratique en interne, il y a un gap, il y a un piège. Ok, donc raison numéro 1, c'est ça va se raconter. Est-ce que tu as d'autres raisons pour lesquelles c'est important l'expérience candidat? Il y a Glassdoor, parce que quand Oui, même... c'est quoi la note de Coca sur Glassdoor? Ah, De tête? De tête, je crois qu'on était à 4 ou 3,7, je ne sais plus. C'est bien, c'est ok. Ouais. Et là, Mais tu te c'est dis, je surtout veux qu'on n'en savoir. a pas énormément. Il y en a eu avant, dans le passé. Enfin, moi, je suis arrivée en juin 2022. Et depuis que je suis là, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3. J'ai pris sur moi de répondre au Ouais, c'est très Glassdoor bien, parce ça. que personne le faisait encore et que je pense que c'est important. Bien sûr. C'est important de dire qu'on traite aussi et que oui, on sait des fois qu'il y a des soucis en interne. Il n'y a Et tu aucune boîte où considères- c'est tout rose. Bien sûr. Mais on travaille dessus et c'est Ouais. important de le dire aussi sur Glassdoor et d'être transparent. Oui, c'est vrai que là, on a merdé. Ou Et, c'est vrai et que là, sans on te est moins justifier. bon. Souvent, t'as des gens qui sont ah, mais je suis pas d'accord, là, vous dites nanana. Non, il faut juste accepter la Ah oui. critique, tranquille, et hop, on continue. Ah oui, quoi. parce que sinon, on va rentrer dans des débats stériles. Mais et puis, il faut pas oublier non plus que les candidats qui seront pas retenus aujourd'hui seront peut-être les futures stars de demain. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est aussi ton réseau pro. Donc, le candidat, c'est ce qu'on disait il y a 2 minutes, pour être ton interlocuteur après. Surtout ici où c'est 100%. petit. Donc, Ouais, surtout dans des lieux comme ça. Ok, trop bien. Du coup, maintenant, tout ce qu'on veut savoir, c'est tes techniques pour faire ça. Comment tu crées la proximité et comment tu crées du coup ce côté care, comment tu fais en sorte que les candidats soient bien traités entre tes mains et celles de tes équipes. Alors, c'est drôle de parler de ça maintenant parce que ce matin, je parlais avec Edouard qui est dans ma team, que j'ai recruté et qui est arrivé au mois de mai. Et Edouard, il a postulé chez nous comme ça, envoyant lettre morte. Il venait d'arriver au chômage, il s'est dit bon, il faut que je postule. Parce qu'en Suisse, c'est pas comme en France. Oui. Et je l'ai appelé et on a passé un super entretien. Et c'est là où il a dit, mais en fait, je vais y aller. Ça a l'air super chouette. Et pourtant, j'ai été très transparente. C'est ce qu'il t'a dit d'ailleurs. C'est ça. Il t'en a parlé Je ce suis midi. témoin, en effet, c'est vrai, il a redit ce midi. Ou alors il a fait semblant et Ouais. tout est stage entre vous Exactement. pour faire semblant. Mais... Et comme c'est lui le campaign ban manager, c'est lui qui gère les salaires. Donc, comment on crée ce lien? Alors moi, je le fais déjà en me présentant systématiquement. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Hein. C'est une vraie présentation aux candidats. Donc je fais toujours le premier filtre, le premier entretien téléphonique, et je leur déroule mon parcours pour qu'on soit sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que moi, j'ai leur tu leur CV demandes sous la même les yeux. chose. Ouais. Ouais, et puis je vais leur demander de se dévoiler quand même. Donc, Bien sûr. et puis tu racontes ta vie professionnelle, c'est pas rien. Donc moi, je trouve plus juste qu'ils sachent aussi à qui ils parlent et qu'on soit directement dans l'échange dans les deux sens. Ouais. Et franchement, je dirais 2 fois sur 3, même plus, les candidats me remercient.
Ils me disent vraiment D'avoir été merci. transparente, ouais. C'est la première fois que quelqu'un se présente vraiment, que je sais à qui je parle. Ok. Et je pense que ça fait toute la différence, parce que sinon c'est là que t'es remplacé par une AI. En fait, une AI, oui, Bon, bonjour, tu pourrais elle va faire t'enregistrer l'entretien. et lancer Ouais. une vidéo de 10 minutes de toi qui parle. Mais en fait, le pire piège d'un entretien foiré, c'est l'entretien à sens unique. Donc c'est vraiment ne jamais oublier que t'es dans un échange et que du coup tu dois donner pour recevoir. Bien sûr. T'es pas juste le réceptacle, sinon tu gardes ton CV, tu le lis et puis tu te fais une idée tout seul. Ce qu'il faut jamais faire en recrutement, mais... Donc voilà. Et puis je fais tous mes premiers entretiens téléphoniques en marchant au bord du lac. Ah, t'as la chance inouïe de C'est vivre une au bord du astuce. lac. Alors en fait, je me suis rendu compte déjà, j'ai lu plein d'études sur le sujet qui Ok. disaient que quand tu marches et que tu es actif physiquement, tu retiens 80% plus d'informations. 80% en Suisse. Donc 80%. 80% en belge. Voilà, exactement. Et je me suis rendu compte que quand je faisais mes entretiens téléphoniques, déjà, je prenais beaucoup moins de notes sur mon téléphone. Et puis, là où je noircissais une page, et puis j'étais pas polluée par les emails ou le Slack ou toutes les alertes Bien que sûr. tu peux recevoir. Oui, t'es focus. Je suis de toute vraiment façon. Ouais. focus. Et quand on est en télétravail, puisque je fais les entretiens quand je marche au bord du lac, donc quand je suis en télétravail, puisque j'ai la chance d'habiter aussi au bord du lac à Montreux, et ben t'es vraiment dans ta conversation et tu fais tes 10 000 pas par jour. Sans déconner. Tu fais aussi ton sport quotidien Bien sûr. Ouais, c'est trop bien. et t'es pas immobile derrière ton bureau. Tu te sens vachement mieux à la fin de la journée, même si souvent, quand t'as fait 4 entretiens dans la journée, t'es plutôt vers les 17 000 pas et t'es éclaté. Mais Physiquement et mentalement. je me rappelle vraiment, quand je vois les personnes ici que j'ai recrutées, je peux te dire chacune où j'étais quand j'ai fait l'entretien dehors. Mais vraiment. Et c'est très marquant. Et puis, et ça crée aussi du lien parce que je leur explique. Je leur dis, bon, bah là, je suis au bord du lac. Là, ils sont en train d'installer le marché de Noël. Il y a un petit peu de bruit. Ils sont en train de monter le montre jazz. Il y a un peu de machine. Ça crée de l'authenticité, en fait. C'est ça, mais... Ils rentrent un peu dans ta vie, quoi. Donc, Oui, et il y a déjà des candidats qui m'ont dit, ah bah moi aussi, du coup, j'ai vu que vous faisiez ça. Je marche dans la forêt à côté de chez moi. Ou un autre qui m'a dit, moi aussi, je suis au bord du lac, mais il est à l'opposé de moi. C'est ça. Tes entretiens vont être remboursés par la Sécu, tu sais. Exactement. Influenceuse entretien au bord du lac. C'est génial. Bien. Ok. Mais et puis c'est mieux pour la créativité aussi de toute façon quand on marche. Et comment tu prends tes notes du coup si tu fais ça Je prends en fait j'ai mon téléphone pro et puis j'ai mes écouteurs ouais, okay. Et puis je prends vraiment sur mes notes les notes de mon iPhone. Après maintenant tu pourrais même si tu as des outils d'IA justement qui prennent notes donc tu pourrais même en fait ne plus prendre de notes du tout et juste prendre mon les objectif. Key points. Parce qu'après je dois envoyer le compte rendu aux hiring managers et c'est vrai que je pense à cette IA là pour envoyer direct le résumé. Hop. C'est ça que j'étais en train de chercher. Ok, bah t'en as deux. Moi, je connais MetaView, qui est un des plus connus qui fait ça, mais t'as aussi Nuta, c'est un outil français. Mais je sais pas s'ils font ça sur téléphone. Sur ordi, oui, mais faudrait voir. Ou sinon, tu prends une tablette, mais c'est moins pratique quand même de la tenir à la main. C'est pas fou. Je sais pas. Surtout quand il pleut. Ouais. Non, parce que je le fais aussi quand il pleut. Hein. D'accord, ok. Avec un petit imperméable. Ouais, avec un parapluie. Ok, splendide. Bah écoute, très bien. Est-ce que tu as une autre dernière technique pour créer de la proximité avec tes candidats je m'intéresse aux gens, en fait. Ah, tu t'intéresses en tant que recruteuse, tu t'intéresses aux gens. Ouais, je te jure, ça change tout. Révolutionnaire. Donc, il n'y a pas de secret. Et pour créer du lien, dès lors que tu mets pas de barrière et que tu pars du principe que tu es dans l'échange avec un autre être humain, mais ça fonctionne en fait. Moi, quand on parlait d'Edouard tout à l'heure, quand je l'ai eu, il était sur les pistes de ski à Crans-Montana. Donc autant me dire qu'il attendait pas mon appel. Et je lui ai fait un entretien au débeauté, ce que je fais rarement, mais là, j'avais pas le choix parce que c'était un mouton à 6 pattes et que je cherchais vraiment un mouton à 6 pattes. Donc j'avais pas de patience. Donc je l'ai appelé tout de suite. Je lui ai fait un entretien sur le fil. Et ah ouais, tu skis, mais tu fais quoi, pourquoi, comment, tu skis où, t'as appris où, et tu pars comme ça. Moi, j'adore regarder les hobbies sur les CV et il y a de plus en plus de gens qui ne les mettent pas et ça me frustre énormément. T'as des conseillers emploi qui disent que c'est pas bien, mais c'est tellement bien parce que c'est tellement, tu parles de toi en bien fait. Sûr. Et c'est Après, ça crée des biais aussi. Tu vois, genre, Marie-Sophie nous dirait que attention danger parce que du coup, si t'as le même hobby qu'un candidat, tu vas le privilégier par rapport à l'autre. Et inversement, quelqu'un, je sais pas, qui fait de la lutte et ton cousin que t'aimes pas fait de la lutte, tu vas avoir du coup un préjugé. Alors c'est là où, moi ça fait 17 ans que je fais du recrutement, donc j'ai même appris, je supporte pas la chasse, je vais pas sortir un candidat parce qu'il fait de la chasse, tu vois. Je vais essayer de comprendre par contre, parce que comme je te disais, j'aime bien découvrir. Bien sûr. Donc je vais lui poser des questions. Je vais dire, mais qu'est-ce qui te plaît ? Pourquoi t'aimes être sanguinaire ? Quelle est la raison derrière ce besoin de tuer ? Alors j'irai peut-être pas comme ça, mais ouais, je vais aller. J'aime bien vraiment. Et puis en plus en Suisse, les gens font beaucoup de sport et beaucoup d'activités très différentes. Bien sûr. Donc c'est hyper intéressant d'aller creuser aussi là-dessus et vraiment de chercher aussi dans les questions, éviter de poser les questions bateau et poser les questions peut-être qu'on aimerait qu'on nous pose à nous quand on est en entretien.
Oui, je vois ce que tu disais au tout début, hein, c'est en fait tu traites les gens comme tu aimerais être traité, et c'est hyper simple. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien, je sais pas si tu fais ça des fois, mais même quand tu es en poste, de faire toi des entretiens avec d'autres boîtes pour voir justement le meilleur comme le pire de ce qui se passe à côté. Et c'est intéressant en tant que recruteur et recruteuse de toujours faire des entretiens en parallèle, sans aucune volonté de partir. Après, on sait jamais sur un malentendu, mais souvent sans jamais occasion, et tu fais ton benchmark des pratiques et tu réalises si justement tu es bien ou pas du tout. Avant de rentrer chez Coca, j'ai fait un entretien dans une entreprise que je ne citerai pas, et le mec est arrivé devant moi et il me dit « Ah, vous avez 2 enfants, mais ici on fait pas le 9-5, donc on fait pas le 9h, 5h. » Eh bien, au revoir monsieur, à bientôt. Et je l'ai regardé et je lui réponds « Ça tombe bien, je fais plutôt le 7-3 parce qu'en fait je dois les récupérer à la sortie de l'école et c'est 15h45 ici. » J'imagine sa tête. Non mais ça m'a... Et après j'ai vérifié et cette personne avait quand même 4 enfants, mais il avait sa femme à la maison, j'ai trouvé ça merveilleux. Bien sûr. Et on aime bien le warning improbable, mais j'ai continué l'entretien et c'était de la défiance tout le long parce que je ne sais pas me taire non plus, ni me laisser faire. Mais vraiment c'était incroyable. Ouais. Et ça en dit tellement sur la culture de l'entreprise, t'as pas envie d'aller bosser là-bas. Ah bah bien sûr, ouais, c'est là où du coup c'est intéressant de voir justement les pratiques que t'as et tu peux t'inspirer ou justement te dire ce que tu veux surtout pas faire et puis tu peux voir comment ces candidats sont traités quoi. Il y a aussi le côté local, c'est-à-dire que ça c'était un Français débarqué en Suisse qui avait pas compris qu'en Suisse la grosse différence avec la France par rapport au marché du travail, c'est que l'équilibre vie pro-perso est beaucoup plus respecté. C'est que les bureaux à 18h en général ils sont vides, là où en France... Même les magasins ferment tôt, je voyais oui, hier aussi soir, les supermarchés à 18h. Ah non, c'est mort. Ça, c'est mort. Sauf à Montreux, parce que c'est hyper touristique. Okay. C'est le seul endroit où tu vas avoir la Migros ouverte le dimanche. et à 20h là, en semaine. Mais sinon, ça ferme tôt. Okay. Mais parce que les gens, ils ont une vie, en fait. Bien sûr. D'où le fait de s'intéresser à eux, à leur vie, à leur passion. Donc, culturellement parlant aussi, c'est important en Suisse de connaître les gens à qui tu parles. 100%. Est-ce qu'à contrario de ce qu'on vient de se dire, tu as des choses à éviter, genre des erreurs à ne pas commettre pour potentiellement justement créer plus de la défiance que de la confiance si on ne veut pas créer de la défiance? Alors, ne pas tenir tes engagements. C'est-à-dire que si tu dis à un candidat que tu lui donnes une réponse le vendredi et que le jeudi d'après, il n'a toujours pas de nouvelles, ça fonctionne pas. On en a parlé en plus ensemble tout à l'heure parce que je te disais moi-même, je me suis... non, j'en parlais avec Edouard. Je disais, je m'étais énervée sur une réponse aussi au bout de 3 semaines. C'était chez Coca, en fait, mon process de recrutement. Et j'avais craqué en disant, c'est pas possible ce process, personne me rappelle, je me suis investie dans... Ah, mais c'est terrible, bien sûr. Ouais. Bah oui. Et après, plus tu attends, en plus, plus le candidat perd en motivation. Donc, tu perds tout, en fait. Et puis, le bullshit aussi. Si tu bullshit en entretien... Enfin, on a de plus en plus de candidats et on le voit passer sur LinkedIn, c'est un peu un thread, ça, de... Oui, on m'a demandé 3 références, moi, je leur ai demandé 3 références de personnes qui étaient parties. Ok, fair enough, en fait. Nous, on va aller chercher... En plus, dans le contexte de prise de référence, alors j'avais écouté un de tes podcasts là-dessus, je trouve que c'est complètement biaisé. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun impact. C'est juste quand tu ne sais pas prendre une décision, tu vas aller te rassurer chez les autres. Exactement. Mais moi, par exemple, on m'a pris mes références la dernière fois chez Christelle, qui était ma DRH chez Groupon, mais j'ai quitté Groupon il y a 10 ans. Oui, donc la personne que j'étais il y a 10 ans et le travail que j'ai fait il y a 10 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Mais c'était très rassurant pour la recruteuse de prendre mes références il y a 10 ans. L'ancienne DRH de Groupon a dit que c'était oui, donc c'est forcément oui. Hein exactement. Et je trouve ça tellement... les références, bon là je digresse un peu, mais ça sert à rien. On vient sur ce que disais tu vois au tout début, qu'il n'y a pas de formation en recrutement. En fait, les gens du coup recrutent sur des tampons dans des CV. Tu vois, moi il y a encore des gens qui, je reçois des messages d'approche, alors pour des jobs de recruteur, alors ça fait depuis 2 ans que je suis entrepreneur, en bref, et qui me disent ah oui, je vois que je travaille chez L'Oréal, c'était il y a 7 ans en fait. Du coup, les gens dans leur tête, c'est tellement qualitatif, c'est tellement bien et tellement l'excellence. Pareil pour les ex Google, les gens vont se dire ah il a fait Google, c'est forcément quelqu'un d'intéressant. Bon bref. Mais c'est ça. Et dans le truc de référence, moi ce que je demande quand les hiring managers me demandent des références, je leur dis mais quelle question, qu'est-ce que tu veux savoir? Bien sûr. Et ils me disent je veux savoir comment elle manage. Mais est-ce que tu lui as posé la question? Bien sûr. Parce qu'il y a aussi ça en recrutement. Pour pas foirer tes entretiens, il y a le never assume. Bien sûr. N'assume jamais. Et si tu as un doute, tu poses la question au candidat, de manière très tranquille et très transparente. Quel style de management tu appliques au sein de tes équipes, ou qu'est-ce que toi tu apprécies ou tu n'apprécies pas. Je sais pas. Mais si tu as un doute, demande au candidat. Pourquoi tu vas les demander aux gens extérieurs? Et qui vont avoir des biais en plus. Bien sûr, mais 100%. Donc c'est ridicule. Okay. Je dirais aussi se mettre en position de force. Je dis souvent, on n'est pas sur un ring. On disait au début, tu vois, le côté stress que tu vas créer, ça sert à rien. C'est ça. Et de dire, je suis l'employeur, donc j'ai les pleins pouvoirs. Parce que c'est pas vrai. Ah ouais, ça c'est de moins en moins du coup dans les métiers notamment tendus, dans des boîtes qui recrutent par exemple dans la tech, ça se fait plus. Oui, mais ça se fait parce plus. Pas le choix. À cause de à grand coup de pénurie de talent. Exactement. C'est pour ça. Donc pas parce qu'ils ont compris.
Tu sais, c'est un peu comme on parle d'éducation chez les enfants. T'as compris qu'il fallait pas faire ça parce que tu t'es fait taper. Ben non, tu dois comprendre parce que t'es responsable de tes actes, en fait. C'est le même principe. Et puis, ne pas oser dire qu'on ne sait pas. Ça, c'est aussi un truc. Quand un candidat me dit, est-ce que vous connaissez ça? Et c'est en tech ou peu importe. Bah, si je sais pas, je vais lui dire, bah non, je connais pas. Enfin, il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Oui, c'est ok, bien sûr. Et ça, c'est aussi au contraire, un truc. En fait, tu montres aux gens que t'es humble et ils se disent, ah, c'est cool, elle savait pas, même à demander. Bah oui, complètement. Et donc vraiment, en fait, le résumé de tout ça, c'est d'être tout le temps à 100% dans l'honnêteté et la transparence. Bien sûr. Et c'est justement ce que me disait aussi Edouard. Décidément, on l'a beaucoup cité Doudou aujourd'hui, mais il disait, j'ai senti que c'était complètement transparent cet échange. Bien sûr. Et que c'était honnête. Et c'est ça qui lui a donné envie. Donc c'est pour ça que je le cite beaucoup, parce qu'il me parlait justement ce matin il a remonté tout le Slack de notre équipe pour regarder ce qu'on avait dit de lui aux entretiens. Ah, ça c'est terrible. Ne jamais mettre ça dans des Slack. Tu mets sur la TS et tu anonymises après. Mais... C'est ça. Et mais c'était top. Bien sûr. Oui, quand c'est des bonnes choses, c'est cool. Voilà, c'est ça. Mais et c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Mais du coup, oui, la transparence et l'honnêteté. Et puis, si tu sens qu'il va y avoir un blocage, par exemple le salaire, et ce que j'avais fait avec lui, c'est ok. Ton CV, il colle parfaitement à ce qu'on cherche. Ta personnalité, ça a l'air aussi, ça va matcher avec l'équipe, on le sait. Maintenant, au niveau du salaire, je sais que ça va sûrement bloquer. Donc, il faut pas ignorer les alarmes belles. Il faut pas couper les angles en recrutement. Ça, c'est ce que j'ai appris en cabinet. Jamais couper les angles. Bien sûr. Parce que sinon, tu te reprends. Ce que tu as évité, l'obstacle que tu as évité au départ, tu le reprends à l'arrivée. Hein. Donc, 100%. Écoute, merci pour tout ça. Et donc, on a une bonne première partie. On avait parlé, le mot-clé de l'épisode, c'est la proximité. Ouais. Donc là, la proximité avec les candidats, c'est fait. Tu as une autre proximité qui est importante, et du coup, c'est la marque employeur. C'est avec les gens qui vont te lire. Alors, soit toi, en tant qu'ambassadrice, un peu, vu que tu recrutes, mais aussi tes collègues qui font des postes, mais aussi ce que fait l'entreprise en tant que telle. En plus, du coup, en Suisse, Coca a quand même une super bonne image de ce que tu me disais. Enfin, c'est un peu une boîte unique en son genre qui fait des choses à sa manière. Donc, du coup, il faut créer cette proximité. Grande question du coup, pourquoi c'est important de créer cette proximité avec des gens sur LinkedIn qui ne nous connaissent pas? Alors déjà parce que la base de la communauté, c'est vraiment le sens premier chez Coca. C'est que Coca a été construit comme ça, avec cet esprit communautaire très fort. Et la communauté, du coup, c'est au sens large. Donc, c'est aussi bien les gens qui vont acheter sur notre site que les gens qui vont nous lire justement sur LinkedIn. Donc, aujourd'hui, la marque personnelle aussi qu'on peut avoir sur LinkedIn, il faut qu'on ait envie de bosser avec toi. Si tu veux attirer les candidats, c'est aussi bête et méchant que ça. Et puis parce que, comme son nom l'indique, la marque personnelle, c'est une personne, donc c'est pas la boîte, c'est gage de sincérité aussi, d'honnêteté. C'est pas vu et revu et rechecké par le marketing. Donc sur LinkedIn, faut être pareil, faut être dans la transparence et dans l'honnêteté et direct. Moi, il y a plein de posts que j'ai mis, par exemple, que j'avais jamais prévu. Quand je suis revenue de vacances et que j'avais plus de 500 mails non lus, j'ai pris en photo mon écran, je l'ai publié. C'est ça. Et j'ai un de mes anciens collègues de Groupon, d'ailleurs, Younes, si tu nous entends, qui m'a dit, non mais Aurélie, plus personne prend en photo son écran. Bah non, mais le post, il a fonctionné parce que c'est vie ma vie. Authentique. Bah ça, et tout le monde le vit. Tu vois que c'est pas préparé. Non, c'était clairement, c'était très impulsif. Coup de gueule un peu quoi, genre j'en ai marre. C'est ça. Donc ça fonctionne. Et puis c'est ton réseau, ton réseau personnel aussi ton côté marque personnelle sur LinkedIn. Tu peux avoir en candidat aussi le boss de ta prochaine boîte et tu le sais pas encore. Donc il faut aussi faire attention à ce que tu peux. Bien sûr. Il y a une façon de communiquer quand même sur LinkedIn. Ok, donc je vois du coup le genre de post que tu peux faire avec ce côté genre mail par exemple. Est-ce que tu as d'autres conseils pour créer du coup un contenu qui est authentique sur les réseaux et qui fonctionne du coup? En étant justement authentique. La question fermée, toute nulle, tu sais. À part du coup l'authenticité, qu'est-ce que tu fais pour que les gens vraiment connectent et se disent j'ai envie de postuler quoi? Ouais, alors moi je publie un post vraiment quand j'en ai envie, quand j'ai quelque chose à dire et pas de manière régulière. T'as pas d'agenda, de planning Non, je devrais, je sais. T'inquiète pas, c'est pas grave, il y a pas de je sais ou je sais pas. Mais je sais que c'est mieux et d'ailleurs j'avais fait un post une fois en disant coucou, j'ai pas posté depuis 2 mois, je sais c'est pas bien, pas taper. mais parce que j'ai pas envie non plus que j'ai peur que si je le fais de manière très régulière et ça devienne scolaire et que du coup ça se voit et que du coup ça paraisse moins authentique. Je vais dire des choses quand j'ai des choses à dire et j'ai pas un avis sur tout. Il y a des sujets qui m'intéressent pas non plus et j'ai pas toujours quelque chose à dire contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et quand je prends justement en photo mon écran en mode désespoir, c'est pas pour la beauté de la photo ni pour le message incroyable, c'est vraiment pour du vie magie et pour que tout le monde se sente concerné
Et c'est pas calculé et voilà. Et quand je viens de clore pareil mon 50e recrutement sur 10 mois et que je suis au bout du rouleau et que je prends en photo ma toolbox avec mes affaires sur mon bureau et voilà, c'est vraiment, je relâche ma tension en fait sur LinkedIn et pareil, c'est pas calculé. Donc faut pas faire semblant, faut pas bullshiter et faut pas en faire 3 tonnes. Moi c'est ça que je dirais. Après effectivement il y a des pros sur LinkedIn, il y a des gens qui LinkedIn c'est vraiment, enfin c'est quand t'es entrepreneur c'est la vitrine de ta boîte. Si t'as pas envie de prospecter, en effet, tu fais de l'inbound et ça exactement. marche. Mais je pense que ce qui marche le plus et ce qui marche le moins, surtout, ça se voit. C'est vraiment quand c'est. Quand c'est chat GPT-isé, quoi. Ouais, ça, c'est encore alors un autre ça, c'est problème. pareil. Après, j'ai un stagiaire cet été qui a fait un truc incroyable. Alors, il s'appelle Assine et je l'avais mis en valeur sur les réseaux parce que vraiment, c'était un jeune vraiment incroyable et lui il en avait marre de me demander comment faire ses posts LinkedIn. Du coup il a pris ChatGPT, il a dit ChatGPT rédige-moi les posts comme Aurélie rédige ses posts. C'est ça. C'est la manière si tu veux faire des posts LinkedIn sur ChatGPT, c'est la meilleure manière de faire, de prendre des exemples de gens que t'aimes bien et de rédiger à la manière de cette personne. C'est ça. Et du coup ça me pensait à ce que tu dis à une question hyper importante. Souvent il y a des gens qui nous disent sur LinkedIn c'est que quand t'es entrepreneur, freelance que tu peux en parler, et je crois, j'ai en tête de mémoire, c'est 3% seulement des salariés. Alors, surtout que c'était au niveau France, 3% seulement des salariés qui parlent sur LinkedIn, qui font des posts régulièrement. C'est pas beaucoup quand tu penses 3%. Alors que tu as mille choses à raconter. Quel est ton avis sur être salarié et poster sur LinkedIn ? Est-ce que, 1, c'est possible, et 2, comment tu fais du coup ? C'est possible et on le fait pas parce qu'on a peur de tout, de rien, on a peur et c'est souvent là que se trouve le bloquant comme dans tout dans la vie en fait. On a aussi été élevés comme ça pour la majorité d'entre nous, avec chut les adultes parlent, sous-entendu ta parole n'a pas de valeur, ou tu me fais honte dès qu'enfant on se laissait aller en fait à nos émotions, et ces brimades ordinaires ont façonné les adultes d'aujourd'hui qui n'osent pas prendre la parole en public par peur du ridicule ou qui ont peur du jugement des autres. Et c'est aussi un problème qu'on a encore plus chez les femmes, parce que la place professionnelle a longtemps été occupée par les hommes, du coup on a encore plus d'hommes qui vont parler sur les réseaux pro, parce que les femmes évidemment ont moins de choses à dire. Donc c'est vraiment toute notre enfance en nous qui nous dit tout ça. En fait, moi j'ai travaillé 3 ans avec des psychiatres et des psychologues que je recrutais, et j'ai beaucoup lu pour comprendre en fait ces mécanismes-là. Et malgré ça, certains parleront plus facilement que d'autres parce qu'il y a des esprits qui sont plus rebelles et que l'enfant en eux ne voulait pas et ne veut pas se taire, ce qui est un peu mon cas. Et les autres, ils doivent faire ce pas pour pouvoir parler en public. Et c'est pas toujours évident quand on n'a pas fait ce travail de rassurer, de consoler et de réparer son enfant intérieur. Et quand on est une femme, c'est encore plus de boulot. Alors qu'on a tous des choses intéressantes à dire, on a tous une parole qui est égale à celle de l'autre. Et c'est vraiment important. Et on est tous, les gens qui sont performants dans leur travail au quotidien peuvent tous dire quelque chose sur LinkedIn. Et c'est tout le job de l'employé advocacy aussi. Et qu'il faut développer vraiment en interne. Aujourd'hui, moi, je vois chez nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre en 2024, parce que là, actuellement, on est très peu à prendre la parole sur Coca, sur LinkedIn. Alors qu'il y a des choses à raconter, quoi. Enfin, de tout ce que tu me racontais sur la boîte, c'est hyper unique comme culture, et donc les salariés pourraient vraiment... En plus, ça facilite la fidélisation. Quand t'es salarié, que t'es fier de parler de ta boîte, et que tu vois tes collègues qui le font, ça crée une sorte de cercle vertueux, où plus t'en parles, plus les gens en parlent, plus les gens sont heureux, plus ils restent. Et souvent, c'est parce que ils n'osent pas. C'est ça. Ils n'osent pas. Ils ont l'impression que ce qui est écrit là va rester ad vitam aeternam, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on switch d'une info à l'autre en 2 secondes. Donc même si tu as dit une boulette, même si tu as dit quelque chose, tout le monde l'aura oublié dans les 10 minutes. Faut pas non plus mettre de l'ego là-dedans. On se rappelle parce qu'on l'a écrit et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui te disent c'est ok si tu recycles ton contenu, genre un post que tu as écrit il y a 2 ans, toi tu t'en rappelles parce que c'est toi qui l'as rédigé, mais ton lecteur, ta lectrice... Mais c'est surtout s'il est toujours d'actualité et que, je sais pas, il y a 2 ans tu avais 5000 lecteurs, aujourd'hui tu en as 30 000, il y en a 25 000 qui ont potentiellement pas 100%, exactement. Donc non, je pense que c'est important. Et puis il faut bien se dire que du moment où on respecte le tone of voice de sa boîte, on peut y aller en fait. 100%. Et évidemment, chez Coca, j'aime pas le même ton que si j'étais dans une banque privée par exemple. Il suffit juste de s'adapter tout en gardant en tête que notre page LinkedIn, c'est notre carte de visite. Bien sûr. Donc on va pas aller commencer à... Je suis pas pour les avis politiques, etc. sur ces réseaux-là. Parce que là, tu peux avoir des biais dans le recrutement quand tu fais face après sur le marché du travail. Mais tout ce qui est professionnel, mais go, complètement.
Clairement. Écoute, je te rejoins à fond et c'est vrai que ces peurs, souvent on en a beaucoup. T'as aussi, tu vois, la peur que ça fasse un bid, que ça marche pas ton post, alors qu'en fait, c'est pas, si ça marche pas, de toute façon, personne ne le verra, donc tant Et mieux. puis on s'en fout. Et on s'en fout. En fait. On oublie, on passe à autre chose. C'est tu vois, moi, ça me fait marrer quand je fais des posts, des fois, qui marchent pas du tout. T'es là genre, oh, c'était vraiment nul ce que j'ai écrit. Non, des fois, c'est juste l'algorithme en plus. Alors ça, du coup, j'aime bien me dire que c'est, enfin, je sais pas, je préfère me dire que c'est moi, que ça, du coup, tu vois, ça me force à faire mieux à chaque fois. Mais en effet, des fois, c'est juste une question de visibilité. Ouais. Le moment, des fois, en plus, l'algo fait des tests et il suffit que tu tombes au mauvais endroit parce que ce jour-là, ils voulaient voir si la photo, enfin, ils allaient par exemple complètement déprioriser les photos et t'as mis une photo ce jour-là, ça marche pas. Pareil sur une vidéo ou un sondage, j'en sais rien. Il y a plein de nuances sur les algos, mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Là-dessus, je recommande du coup l'épisode 3 qu'on a fait dans Tam Tam, qui était avec Bérangère Gonzalez, qui du coup parle justement de ça. Comment tu décomplexes la création de contenu, parce que je pense que beaucoup de gens sont complexés. Et tu parlais des banques, tu vois, nous on a formé la caisse d'épargne Rhône-Alpes, donc des gens qui travaillent dans des banques, dans des guichets, tu vois, genre en physique, et qui ne connaissaient pas LinkedIn, même la base de trouver une photo, une bannière, etc., et qui aujourd'hui très régulièrement prennent la parole. Ça a un impact énorme sur le recrutement. Bien sûr. Parce que c'est une des seules banques de la région qui le fait, tu vois. Mais c'est aussi parce que comme souvent on se dit que quand on est salarié, on peut pas parler. C'est ça. Les boîtes, on se dit cette boîte laisse ses salariés parler, donc cette boîte est plus cool. Exactement. Alors qu'en fait, ça crée un biais. Oui, c'est ça. Ça crée clairement un biais positif du côté des boîtes avec des gens qui osent parler. Mais souvent, et moi je l'ai vu là en interne quand j'ai fait mon petit sondage, mais pourquoi tu parles pas plus sur LinkedIn ? Mais je sais pas faire. Enfin, c'est ça. Ouais. On leur apprend et c'est ok, tu vois. C'est comment faire, qu'est-ce que tu peux raconter, de quelle manière. Et puis la culture du droit à l'erreur, quoi. T'as le droit des fois de faire un post qui fait un bid, t'as le droit fois de dire quelque chose et puis après tu te dis non mais en fait je me suis trompé. Ouais, 100%. Et de revenir et dire en fait je me suis gouré. Au contraire, ça prend. Enfin, je trouve c'est une bonne. Enfin, c'est un peu un psy gratuit de faire des posts sur LinkedIn. Oui. Enfin, moi souvent des fois j'ai un truc qui bat. Toi, tu parlais des coups de gueule de mail. Tu te décharges d'un truc auquel tu pensais. Tu le mets sur LinkedIn, t'oublies. Si les gens rebondissent dessus, c'est intéressant, ça crée du débat. Et au moins toi du coup tu penses plus, ton idée elle est sortie un peu comme une pancine. Pour moi, exactement. Dans Harry Potter, pour moi la LinkedIn c'est la pancine. Genre t'es Dumbledore et tu prends ta baguette et t'enlèves ta pensée, tu la mets au grand public et tu passes à autre chose. On est bien, en plus, on a Dobby dans la salle. Exactement, c'est d'où le thème. Et il fait super flipper, ce Dobby. Il a l'air. Je pense que tu le choques par tes propos. Il a des yeux. C'est un peu l'emoji, genre l'emoji 2.0, tu sais, genre un peu choqué. Assez rigolo. Ok, donc on a créé de la proximité avec ces candidats. On a créé de la proximité avec des gens qui ne sont pas des candidats, qui sont des lecteurs, des lectrices sur LinkedIn via les posts personnels et les posts d'entreprise. Il y a une troisième type de proximité qui est la plus compliquée dans le recrutement. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas fait d'épisode. Ah si, on en a fait un en partie là-dessus. On en a fait un avec Louise Mouton sur les hiring managers, justement. C'est hyper dur parce que du coup, quand tu recrutes, je t'apprends rien, c'est pas toi qui recrutes. Tu recrutes pour quelqu'un d'autre. Tu n'es qu'un auxiliaire, un facilitatrice. Tu vas aider à faire, t'es enabler, mais c'est pas toi qui es décisionnaire. Comment tu gagnes la confiance de tes managers qui recrutent ? C'est chaud. Quand je suis arrivée, vous avez 4 heures. Ouais, c'est ça. Et surtout, quand t'es en interne, quand t'es externe dans un cabinet, tu peux changer de client si t'en as marre. Ça marche pas, tu passes quand à autre chose. Quand t'es en interne, ton client interne, il va pas bouger. Hein. En tout cas, ou alors pas tout de tu suite. vires les gens, mais c'est chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça te redonne encore plus de boulot. Ou tu te recrutes des copains. Comme ça. C'est pas mal. Mais en fait, quand je suis arrivée, par exemple, chez Coca, je leur ai dit, OK, moi, je vais faire les premiers filtres d'entretien et puis je vous mettrai les candidats directs dans vos agendas. Okay. Et là, j'ai eu des stops. Ils s'étaient pas habitués à faire ça Non. Non, ils étaient habitués à trier des CV eux-mêmes. Donc, je dis, non, mais c'est hors de question. Enfin, c'est mon métier, ça fait 17 ans que je fais ça. Je suis pas un passe-plat de CV, déjà. Et puis, moi, je veux pas... On sait tous que quand une équipe recrute et qu'elle n'a pas été formée au recrutement, tu vas te retrouver avec des clones. Oui. Je sors d'HEC Paris, je veux que des mecs d'HEC Paris. Ouais. Ok, fine. Je sors de l'EPFL ici, je veux que des mecs de l'EPFL. Non, en fait, ça marche pas comme ça, le recrutement. Donc, moi, je leur ai dit, faites-moi confiance sur les premiers. Et si ça ne matche pas, eh ben, on arrête et on fait différemment. On fera à votre manière, éventuellement. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai fait de cette manière-là et ils se sont vite rendus compte qu'ils gagnaient du temps, qu'effectivement, je leur envoyais les comptes rendus d'entretien avec les CV, avec les gens qualifiés. Ils avaient tout de suite les infos qu'ils voulaient, salaire, taux, parce qu'en Suisse, on ne travaille pas tous à 100%. Souvent, c'est entre 60, 70, 80, 90%. Donc, ils avaient aussi ces infos-là. Vraiment, salaire, taux, les infos, date de démarrage, les infos de base. Et puis, le compte-rendu de ce que tu lis pas sur le... Pris au bord du lac. C'est ça. Ce que tu lis pas sur le CV, bientôt pris par une IA. et ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils gagnaient du temps qu'au lieu d'aller éplucher. En plus, chez Coca, je dis souvent, on a un problème de riche. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément de candidatures parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes sexy à côté de nous. Et du coup, il faut trier tout ça. Moi, je passe un temps fou
à trier toutes ces candidatures. Et quand t'as pas à faire ce boulot et que t'as juste à t'asseoir en salle face à 3 candidats qualifiés, ben voilà. Et par contre, c'est vrai que je suis pas dans la masse. C'est-à-dire que je vais pas présenter 6 candidats. Parce que non, déjà moi j'ai en permanence 10 postes ouverts en moyenne. Oui, donc t'as pas ce luxe, bien sûr, évidemment. Donc moi je vais vraiment à l'essentiel. Donc je vais vraiment te mettre, si j'ai que 2 personnes qui je pense jouent, je vais pas te faire perdre du temps avec une 3e juste pour que t'envoies 3. Bien sûr, oui, le fameux genre, t'as pas une autre personne pour comparer? Bah en fait, sur le marché aujourd'hui, non. Désolé, mais tu non. vois. Ouais, ou alors si tu veux perdre du temps, fine. Ouais, mais c'est ton problème. C'est ça. Donc aller à l'efficacité, je dirais. Et on est une équipe. Faut bien se dire, et faut bien le dire au hiring manager qu'on n'est pas là pour pousser des gens. On est là parce qu'on pense à l'instant T que cette personne peut faire le job. Et moi, je suis aussi critique avec des candidats des fois, et je le dis au hiring manager. Bah, j'ai eu ce cas hier sur un poste où la hiring manager hésitait entre 2 candidates, et je lui ai dit, ben voilà, moi si j'étais toi, je prendrais celle-là pour telle et telle raison. Même si je comprends tout à fait que la deuxième, en fait, elle a le fit Coca, elle a la personnalité Coca, mais les compétences clés dont tu as besoin aujourd'hui pour avancer, elle les aura pas tout de suite. Donc ça dépend où est-ce que tu mets ton curseur, tu vois. Et je les aide là-dedans, je suis dans le conseil. Tu es encore dans le côté enabler, tu vois, genre t'aides à la prise de décision, mais tu prends pas la décision toi-même. Non, c'est ça, je suis vraiment dans le conseil. Là où je vais plus fighter, c'est quand on recrute par exemple Allen, qui est notre DRH aujourd'hui, le Head of People and Culture. Donc c'est moi qui l'ai recruté. Et effectivement, là c'est pour ton équipe. Donc, ou Edouard, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est pareil, c'est moi qui l'ai recruté, mais c'était pour notre équipe. Ils vont être ravis que tu les cites à permanence dans l'épisode. C'est ça, je les adore. Et là, quand tu as encore un autre, tu te sens une responsabilité en plus vis-à-vis de ton équipe. Ton hiring manager, c'est toi-même et c'est ta team. Donc là, il y a un côté en plus qui est encore... Un peu schizophrène, même tu pourrais dire, parce que t'es les deux en même temps. Quoi. Et en même temps, t'es recruteur. Donc tu sais, si la personne, elle coche les cases des compétences, bah en fait... Go. Bien sûr. Tu vois, t'as besoin de ABC, elle fait ABC. Tu vas pas aller chercher DEF. Clairement. C'est des choses bateau. Donc je l'ai aussi appliqué en interne quand j'ai recruté pour la team. Ok. Super pertinent ce que tu dis. Et du coup, tu as ce côté où tu dois vraiment collaborer avec tes hiring managers et leur montrer que tu sais faire. C'est un problème majeur. D'ailleurs, on en parlait ce midi avec du coup ton équipe. C'est que souvent, je dis en RH en général, et c'est aussi valable en recrutement, on market pas assez ce qu'on fait. Ce qui est un problème. Parce que du coup, les gens en fait savent pas ce qu'on fait. Et ils savent pas comment est-ce qu'on peut aider. Est-ce que du coup, tu as des solutions à ce problème qui est que les gens en fait ne respectent pas des fois le recrutement parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait et à quel point on peut bien faire les choses et les aider. Comment tu combats ça? Bah faut marketer. J'ai compris. Marketer. Marquer quoi? Marketer. Tu vas pas marquer quoi? Marketer une autre fois. Attends, il faut que je le répète, je crois. Marketer. C'est ça. Donc expliquer ce qu'on fait, expliquer la difficulté, donner des chiffres, des comparatifs et être factuel. Les chiffres, quand t'es factuel, on pourra jamais. C'est ça. Voilà, on pourra pas les chiffres, tu peux pas les faire mentir, hein, donc c'est très clair. Les KPIs, c'est la clé, et puis avec les difficultés actuelles, on a bien compris maintenant que le recrutement c'était un métier. C'est aussi ça, et que c'était pas le cas quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé à faire du recrutement, ça avait pas du tout ces lettres de noblesse, et c'était le parent pauvre des RH. Eux-mêmes parents pauvres de l'entreprise. Ouais, exactement. Aujourd'hui, on a compris que le recrutement c'était la clé. On a compris que c'était des métiers. Et oui. Moi, on m'a souvent demandé, mais t'as pas envie maintenant d'être RH partenaire? En fait, non, c'est pas mon métier. Non, peut-être c'est qu'un l'inverse, jour, c'est les RH, ils sont jaloux, maintenant ils veulent faire du recrutement. T'imagines pas le nombre de RH qui veulent se reconvertir entre guillemets au parce recrutement. que ça devient la pièce centrale. Mais bien sûr. Mais c'est agréable de faire un job qui est respecté en fait. C'est aussi ça, voilà. Après, moi, c'est vrai que dans mon équipe aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, c'est la première fois que je pars en vacances et que j'ai mes backups. Ok. Sinon, avant, c'était oh là là, tu vois. Donc, d'ailleurs, je suis très heureuse d'avoir pu former ce matin mes 2 backups. Ouais, tu m'as dit formation à l'ATS Express. Ouais, c'est ça, pour leur dire, parce qu'ils savaient même pas comment fonctionnait l'ATS, tu vois. Donc là, je suis heureuse de savoir que les candidatures vont être traitées pendant 10 jours. Mais oui, enfin le recrutement, il faut toujours expliquer. Et puis quand faut toujours se dire, alors faut pas mettre d'ego dans le recrutement parce que c'est toujours à cause de toi, recruteur. Quand ça marche pas, même si la personne a vu 10 personnes, c'est de ta faute. Mais quand ça marche, c'est jamais grâce à toi. Ça, je sais plus c'est un biais ça aussi, je sais plus comment il s'appelle, mais celui-là il est très très fort et il ça, touche beaucoup de gens. Du coup, faut pas se dire que tu fais du recrutement pour de la reconnaissance, 100%. parce que c'est mort. Ouais, tu vas mourir asséché dans un désert. Tu fais le don de soi. Tu deviens moine tibétain. Toi, moi, je suis très contente quand je vois les gens qui performent là en interne et les stars qui émergent, tu vois. Bien sûr. Que t'as recruté et poussé. Moi, c'est une satisfaction personnelle, mais parce que je ne cherche pas l'aval des autres. En fait, c'est ça. Je ne cherche absolument pas je fonctionne pas à la reconnaissance. Sinon, je ferais pas ce métier.
c'est sûr. Mais moi, personnellement, je suis très heureuse quand je vois. Et quand ça fonctionne pas, je me dis, c'est de l'humain. Ouais, bien sûr. Oui, Et puis, tu sais, ça m'est arrivé de recruter quelqu'un avant le Covid et qui est arrivé pendant le Covid. Du coup, c'était un psychologue là où je travaillais. Et la personne était complètement différente. Et on avait fait l'entretien avec la chef d'établissement toutes les deux. Et quand il est arrivé, on a dit, mais c'est pas du tout la même personne qu'on a recrutée. Ok. Enfin, et tu sais pas ce qui peut se passer dans les 3 mois de préavis de la personne le temps qu'elle arrive chez toi. Ou ça, ou le fait que tu as aussi des gens qui sont très bons candidats, mais mauvais salariés, entre guillemets. Enfin, tu sais, tu as des gens qui savent très bien se vendre. Typiquement, genre, sans cliché, les commerciaux sont excellents en entretien. Ça veut pas forcément dire que c'est les meilleurs commerciaux derrière. T'as mis les manières, et c'est là où du coup, tu as un problème. C'est quand du coup, tu recrutes des gens parce que tu penses qu'ils sont bons, et en fait, dans l'absolu, ils le sont pas. Bon, il y a plein de manières d'éviter ça. Mais... Et c'est là où les entretiens avec les sales, moi, j'adore. Avec les acheteurs, la position de des acheteurs, c'est vraiment d'aller creuser là où ils s'y attendent pas. Moi, je peux pas aller chercher sur leurs chiffres parce que je m'en fous. Ouais. Et parce que ça veut rien dire. Si t'étais bon pour aller acheter des meubles X ou Y là, ça veut pas dire que tu vas être bon ici. 100%. Et c'est l'environnement qui fait aussi que tu peux performer ou pas. Donc moi, je vais continuer à aller les chercher comme les autres candidats sur mais t'es qui et tu fais quoi. Bien sûr. Donc moi, j'aime bien les entretiens avec les sales parce que je trouve justement que t'arrives vite à les... Exactement. Ouais, tu peux facilement justement cacher le discours un peu qui est répété encore et encore. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est un terme, je sais pas si tu as entendu, qui s'appelle le evidence-based hiring. Donc en gros, c'est le evidence-based medicine. Donc en gros, tu soignes par rapport à ce qui marche, par rapport à des faits, par rapport à des statistiques. Et du coup, souvent en recrutement, on a tendance à beaucoup faire de feeling, d'intuition, de fit. Tu sais, t'as des gens qui te disent, ah, mais ça fait depuis 30 ans que je fais ce métier, moi je maîtrise. Là, ce que tu te dis en fait, c'est qu'il faut montrer par des preuves concrètes, soit des preuves un peu globales et macro, genre je sais pas, objectivement, l'entretien structuré a plus d'impact que l'expérience passée, juste ça, ou l'âge de la personne. Et inversement, du coup, c'est ce qui est lié à ta boîte. Donc, dans le passé, je sais pas, sur les 10 products qu'on a recrutés, on a fait à chaque fois 3 étapes et ça a marché. Donc, du coup, statistiquement, ça marchera les prochaines fois. Ça, c'est ce que tu dis, c'est important, c'est faire donner. Et du coup, tu arrives à comme ça montrer à tes collègues Exactement. que tu sais ce que tu fais. Et quand j'étais chez Groupon, j'avais mis en place la formation, le recrutement pour les nuls. Et j'avais fait venir tous les hiring managers à qui j'avais fait poser à l'époque leur BlackBerry dans une box avant de rentrer dans la formation. Il y avait de la résistance, mais c'est impossible que je fasse ça. Et à la fin, ils sortaient de la formation tous très heureux. Bien sûr. Donc tant mieux. Mais il y avait ce truc justement dans cette formation, c'était comment est-ce qu'on va aller chercher, c'était faire tomber tous les biais. Et dire justement que le recrutement était un métier, et je leur posais un questionnaire en fait, questionnaire où à la fin ils pouvaient lire Churchill, Hitler ou d'autres personnes comme ça. Ils élisaient tous Hitler parce qu'ils partaient dans des biais en recrutement. Je prends la personne qui ne boit pas, je prends la personne qui se couche à 8 heures, je prends la personne, enfin voilà, j'avais donné le choix à chaque fois. Vous en avez un c'est rigolo, ça comme exercice. Et j'avais pris plusieurs chefs d'État et dont Hitler, et à la fin ils étaient complètement traumatisés. Et mon candidat c'est Hitler. Bah oui, en fait avec tous tes biais, voilà ce que ça donne, tu vois. Et c'était vraiment hyper intéressant. Et ça, c'était assez fou. Curieux que tu me parles de ça après. Je pense que je me mettrai en exercice rigolo à faire. Ok, écoute, merci pour tout ça. Et en effet, de comment est-ce que tu démontres que les gens en fait ne savent pas. Ils pensent savoir faire le recrutement, mais en fait, beaucoup ne savent pas, notamment des managers. Mais c'est logique, personne ne leur a appris. Bah oui. Dernière question, un peu genre polémique, avant qu'on conclue avec les 3 questions qu'on a à chaque épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler des situations où ça marche vraiment pas, où tu n'arrives pas du tout à créer la proximité? Moi, j'en ai plein dans mes expériences passées où ça marchait pas, donc je pense que tu en as aussi beaucoup où ça marche pas. Comment tu fais quand vraiment ça coince? Tu peux pas piffrer ton hiring manager, et souvent c'est réciproque. Comment t'avances quand c'est comme ça, quand il y a un blocage humain? Genre il y a des moments où genre je pouvais pas être dans la même pièce que cette personne, quoi. Genre ça devient comment dire, c'est physique, tu vois, le truc. Comment tu des fois c'est surtout quand ça touche à tes valeurs. 100%. Il y a des moments où effectivement il y a des gens à qui ça passera pas, et puis c'est pas grave, c'est la vie et c'est normal. Comment t'avances dans ces cas-là, je dirais que c'est the sujet déjà. Donc je dis qu'il faut continuer à être factuel et donner le meilleur de ce qu'on sait faire nous. Donc c'est faire notre job au cordeau vraiment, être pro. Et il faut être prêt à dégainer ses chiffres parce qu'à un moment donné, on va devoir se justifier de toute façon, même si le recrutement traîne trop. Donc les KPIs et de la discussion, c'est vraiment ce qu'il faut. Enfin, il faut être rationnel le plus possible. Pas mettre d'émotionnel, surtout. Ce qui n'est pas facile, mais ce qu'il faut surtout faire. Ouais, tu restes dans ton rôle, en fait, tu restes pro, quoi. Exactement, tu restes dans ton rôle et tu sors pas de ton rôle. Et parce qu'on est dans le même bateau, on est une équipe, donc il faut essayer de faire comprendre ça. Et même si tu n'y arrives pas, et si malgré la discussion ça fonctionne toujours pas, ce qui peut arriver malheureusement, il faut rester factuel et border ton taf de tous les côtés. Et ça demande une énergie de dingue, mais on doit se protéger parce que le recrutement, c'est clairement le domaine RH le plus exposé aujourd'hui. Clairement. Surtout dans des boîtes. Enfin, moi je te dis, je tourne à 10 postes ouverts en permanence. Donc on sait qui aller chercher, et puis on travaille en holacratie chez Coca, donc j'ai le domaine en plus du recrutement, donc on sait que c'est moi qui recrute, donc s'il y a un blocage, on sait tout de suite qui aller trouver, tu peux pas te cacher.
C'est très clair. Donc et puis c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours la faute du recruteur si une nouvelle recrue ne fait pas le taf, et c'est jamais grâce à toi si c'est une star. Donc c'est très ingrat. Et puis on est un peu dans un monde où le finger pointed est très répandu, et c'est un métier où il faut avoir la tête dure et il faut avoir du répondant et savoir prendre de la distance. Moi je répète très souvent quand les débats partent trop loin, je dis ok, on n'opère pas des enfants à cœur ouvert. Et c'est une phrase qui me peut servir à détendre l'atmosphère pour dire ok, tu vas avoir quelqu'un qui va commencer en janvier au lieu de commencer en novembre. C'est dommage, mais pendant ces 2 mois de ta vie, bien sûr, c'est ok. Ouais, clairement. Des fois, il faut ramener les choses quand même. Ouais, des petites phrases. Ouais, et se dire qu'il y a plus urgent, il y a plus de. Enfin, si c'est ça ton seul problème dans la vie, c'est okay. Tu vas t'en sortir. Et marrant cette phrase, on avait une similaire, tu pourras la tester avec tes collègues quand j'étais chez L'Oréal, c'était on vend des shampoings, on se calme. C'était très drôle, tu vois, genre on vend des shampoings, genre c'est bon quoi, s'il y a un problème, on vend des shampoings. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire sur ce sujet-là avant qu'on passe aux 3 questions qui viennent finir ce petit épisode de Tam Tam? Alors vraiment sur le recrutement, je dirais que aux gens qui ont envie de se lancer aujourd'hui dans le recrutement, je dirais de se former. Et je dirais c'est ça, de venir te rendre visite. Je leur dirais d'avoir la tête dure et de savoir dès le départ que c'est un job compliqué, et en même temps c'est un super job parce que tu changes la vie des gens. 100%. Et moi je dis souvent, quand j'arrive, par exemple je dis des trucs tout bêtes, mais quand j'arrive à la logistique chez Coca et je vais faire des entretiens et qu'ils me regardent, ils font il y a une RH, je fais, vous inquiétez pas, moi je suis là pour embaucher. Oui, je suis que du positif, tout va bien. Que du positif. Donc on a vraiment ce côté, c'est super fun, c'est super cool. Je dis toujours à mes candidats en entretien, quand on parlait de créer du lien, je leur dis toujours, j'apprends toujours quelque chose d'un entretien. Bien sûr. Ou sur le fonctionnement d'une boîte, ou sur le métier, donc c'est un truc où tu apprends tout le temps et où tu es tout le temps dans l'échange. Et même les jours où t'as pas envie de parler, parce que ça arrive, tu te fais un peu violence. Et je me suis fait, là il y a 2 jours, je devais sortir faire un entretien, j'avais pas envie, j'étais fatiguée, je l'ai quand même fait et j'étais tellement contente de l'avoir fait. Parce que j'ai appris plein de trucs et que c'était un super entretien. Donc il faut toujours se dire qu'on change la vie des gens. Parce que tu embauches des gens pour venir dans ton... Et ça, c'est... t'es un game changer quelque part. Donc c'est vraiment... Moi, c'est ça ma reconnaissance, tu vois. Le plus beau métier du monde, recrutement. Exactement. C'est très, très beau comme conclusion à l'épisode. Merci beaucoup. Comme tu sais, à chaque fin de l'épisode, j'ai 3 questions que je pose à tous mes invités. Ouais. Première question, c'est est-ce que tu aurais un contenu à recommander à quelqu'un qui nous écoute en lien, ça peut être un podcast, une newsletter, un article. Je vois ton sourire. Qu'est-ce que tu vas me sortir comme contenu? Alors, dans les podcasts pro, il n'y a que... Tam Tam, que j'écoute très franchement. Dis-le encore plus fort, s'il te plaît. Tam Tam. J'adore les contenus de Welcome to the Jungle, forcément. Ouais. J'adore et je suis un peu shootée aussi à ça. Et sinon, je suis une grande fan des podcasts de France Inter, mais c'est mon côté versaillaise, tu sais. Affaires sensibles. Affaires sensibles, on recommande. Je suis sûr que tu peux faire un lien avec le recrutement, affaires sensibles. Tu vois, le côté justement, tu prends méticuleux, tu fais attention à ce que tu fais. Est-ce que tu aurais une personne que tu aimes, que tu recommandes, que tu conseilles aux gens de suivre ou même que j'invite et que j'aille interviewer? Alors, moi, il y a une personne que j'ai rencontrée à un lab RH ici qui s'appelle Jeanne Laliberté et qui est sur LinkedIn. Comme nom de famille. Ouais, et il est top. Et c'est je vais dire un petit jeune, mais parce que moi j'ai 40 ans, hein, donc qui fait des posts sur LinkedIn sur l'intelligence artificielle. Ah, trop bien. Et d'ailleurs que je dois appeler depuis 3 semaines et j'ai toujours pas trouvé le temps. Mais il est vraiment top. Il fait des contenus super sur LinkedIn sur les nouveaux outils. Trop bien. Là il est responsable donc digital à Neuchâtel chez Digitalizer et vraiment. J'adore ses contenus. Jeanne Laliberté, on mettra du coup son LinkedIn en commentaire, en description. Chouette. Il est vraiment chouette. Et dernière chose, le moment pop culture, est-ce que tu aurais une série, un film à recommander en lien ou pas d'ailleurs avec le recrutement? C'est pas forcément en lien avec le recrutement. Tu me disais que tu adorais les films Disney tout à l'heure avant qu'on commence. Je déteste les Disney, franchement, si on peut tuer ces machins et éviter de les montrer aux enfants. Même pas les derniers? Non, mais franchement, j'ai beaucoup de mal avec tous les biais qu'il y a dedans. Et le schéma patriarcal est très présent chez Disney. Mais non, je dirais que... je suis une droguée de Friends, mais je crois que c'est générationnel. Complètement. Tu pourrais faire un lien plutôt côté genre RH, tu vois, genre sur comment tu crées un groupe soudé. C'est ça. Et comment... C'est tout ce que j'ai sur Friends. J'ai jamais regardé, tu sais. C'est vrai? Ouais, je sais que ça choque souvent, mais moi, j'ai regardé How I Met Your Mother et Big Bang Theory. Mais oui, mais parce que t'as 10 ans de moins que moi.
En fait, c'est ça. Peut-être qu'en effet, il y a un lien d'âge. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Et ça fait un peu vieillot quand je regarde Friends. Genre, les blagues, elles sont un peu limites. Tu vois, tu parlais de patriarcat, mais dans Friends, c'est un peu choquant. Ouais, c'est vrai. Mais c'était tellement... Ouais, c'est vrai que c'était un peu old school. Bon, sinon, dernièrement, c'était Peaky Blinders et Walking Dead, mais je sais pas comment tu peux me tourner Walking Dead. La fidélisation, qui est importante. Genre, comment tu soudes une entreprise, slash, du coup, une famille. Et comment tu pars dans le côté sectaire. Ouais, exactement, ça peut être bien. Et sur Walking Dead, les candidats sont des zombies, fuyez-les tous. Walking Dead, pour le coup, en termes de cohésion d'équipe, ça, c'est pas mal, tu vois. Fort. Après, beaucoup de trahison, par contre. Ouais, faut sans spoiler les épisodes, mais c'est... Un petit team building dans une forêt Walking Dead, tu vois, ça peut être pas mal. Hein. Nous, on a fait un team building, là, il y a pas longtemps, dans à Trip Trap à Genève, donc c'est un escape game. Ok. Et ça, c'était vraiment chouette. Et c'est là où on a vu qu'on avait vraiment une équipe incroyable. Ouais, vous avez gagné l'équipe RH. Ouais, non, mais et c'est surtout, on l'a fait nous, entre nous, dans la team. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui prenait le relais. Que tout le monde avait eu, à un moment donné, une clé. Ça. Et qu'on était vraiment tous compétents à des choses différentes et que ça avait mené le groupe à la réussite et qu'il n'y avait pas eu un leader. En fait, il n'y a pas d'ego dans notre équipe. C'est très particulier. On a chacun un métier différent. On a chacun des personnalités différentes. Mais on a en commun d'être tous très transparents et très honnêtes. Et il n'y a pas d'ego. C'est l'amour des chats qui vous lie, je pense. C'est des chats. Ouais, t'as vu. Mais je pense que tu l'as vu à midi. On n'était que 4 sur 7, mais t'as eu un bon échantillon. Et l'amour des fondus aussi, je comprends. Ah, mais la fondue, c'est la vie. Non, mais le premier qui me dit qu'il fait trop chaud pour manger de la fondue. Je te dis, le jour, avec ma cousine, on a fait 35 degrés à Lausanne, une fondue, donc on peut tout faire. C'est la base. C'est bien de finir sur ça. La fondue, c'est la vie. C'est une belle phrase de fin. Je pense. Merci du coup beaucoup pour ton temps. C'était un très chouette épisode. J'espère que ça t'a plu aussi. Et écoute, à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Bye. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.